Si tu comprends pourquoi la scène elle est gênante, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. Bonjour à tous, nous sommes lundi et comme chaque jour de la semaine, c'est parti pour votre actu réfractaire, votre quotidienne d'actualité critique. On va parler de la retraite en or de Barnier, de la récupération des JO, mais avant ça, de la nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump. Allez, nouveau rebondissement dans la course à la présidentielle états-unienne. Donald Trump a été victime d'une nouvelle tentative d'assassinat. On vous explique tout ce qu'on sait pour le moment et on en profite pour faire le point sur ces élections qui partent un peu en vrille. Hier, dimanche 15 septembre, des coups de feu ont retenti sur le terrain de golf où jouait Donald Trump. Dans la résidence du candidat, en Floride, le service secret a ouvert le feu sur un suspect. Ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait un problème, les services secrets, quand ils ont vu un petit canon dépasser d'un buisson. Voilà. C'est jamais bon signe ça. Donc le service secret a tiré, le gars a pris la fuite et c'est la police après qui a réussi à intercepter le fuyard. On découvrira un petit peu plus tard qu'il a effectivement abandonné autour du golf un fusil AK-47, une Kalachnikov, une lunette de visée, 2 sacs à dos et une caméra GoPro. C'est donc la seconde tentative d'assassinat du candidat républicain en 2 mois. Pour rappel, le 13 juillet en Pennsylvanie, Trump avait été frôlé par une balle tirée depuis un toit par Thomas Matthew Crooks. Le mobile de Crooks reste encore aujourd'hui inconnu. Et on sent que ça va être tout aussi compliqué de connaître le mobile de Ryan Roos, le suspect interpellé hier. D'ailleurs, on vous prépare pour la semaine prochaine une série sur Donald Trump sur la chaîne du Canard Réfractaire. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper. Aujourd'hui, on est donc à 50 jours du scrutin qui va déterminer le prochain ou la prochaine présidente des États-Unis et la situation continue à se retourner. Il y a quelques mois encore, Donald Trump marchait sur l'eau, que ce soit au niveau des sondages ou même de ses affaires. Le 1er juillet, la Cour suprême lui donnait raison alors qu'il revendiquait l'immunité présidentielle dans l'affaire du Capitole. Pour rappel, en 2020, une foule de partisans trumpistes sont entrés dans le Capitole galvanisés par un discours de leur leader. Trump se disait immunisé contre les poursuites parce qu'au moment des faits, il était encore techniquement président des États-Unis. La Cour suprême a dit OK, du coup, l'enquête fédérale lancée par Joe Biden a pris un coup et les menaces de procès contre Trump s'éloignent. Une validation de la Cour suprême qui s'est passée quasiment au même moment où tu as l'équipe de com de Biden qui n'arrivait plus à cacher la sénilité de son candidat et qui a dû abandonner. Mais entre-temps, le parti démocrate a sorti de son chapeau la vice-présidence, Kamala Harris, avec une nouvelle stratégie, celui de récupérer l'électorat ouvrier en s'appuyant sur le syndicalisme qui a le vent en poupe en ce moment. À l'exemple de l'UAW, le syndicat de l'automobile états-unien qui avait organisé l'année dernière une grève longue dans les usines à travers le pays. La lutte avait payé puisque les travailleurs avaient obtenu une augmentation rattrapant presque l'inflation. Et le président de ce syndicat fait aujourd'hui le tour des plateaux télé pour expliquer qu'il faut voter Kamala Harris. Et sans doute qu'il finira avec un petit poste tranquille avec le petit salaire qui va avec. Donc la candidate démocrate, là c'est elle qui est première dans les sondages. T'as même la Fox qui est obligée de l'admettre. Et lors du dernier débat le 10 septembre, c'est encore Harris qui l'a emporté. Et Trump qui a fait preuve un peu de sénilité en parlant d'immigrés qui mangent les chats des États-Unis. Voilà. Ce qui a été évidemment repris massivement dans les réseaux sociaux. They're eating the dogs, they're eating the cats, eat the cat, eat the cat. They're eating the dogs, they're eating the cats, eat the cat, eat the cat. They're eating the cats, they're eating. Un retournement de plus dans une présidentielle chaotique. Et tout ça dans un contexte économique assez particulier pour l'administration états-unienne. Parce que derrière tous ces coups de théâtre, la réalité, c'est un pays où l'activité industrielle est maintenue à bout de bras par des subventions massives et des commandes publiques, notamment dans l'armement. Le prix de ça, c'est un endettement massif de l'État fédéral états-unien qui doit constamment relever les plafonds de sa dette maximale. L'an dernier, la dette des États-Unis se chiffrait à 34 500 milliards de dollars, ce qui représente 125% de son PIB. Donc l'un ou l'autre des deux candidats à la Maison-Blanche devra s'arranger avec ça. Bref, on continue de suivre pour vous les différents coups de théâtre de la politique états-unienne, donc pense à t'abonner à la chaîne pour ne rien louper. Allez, on retourne en France et on va direct à Matignon. Barnier, c'est lui, c'est le nouveau Premier ministre et c'est un gars qui a 50 ans de carrière comme haut fonctionnaire ou parlementaire, ou même ministre. Ce qui fait qu'une fois qu'il sera dégagé de son poste à Matignon, là, il va toucher près de
30 000 € bruts de retraite par mois selon Marianne. Ce qui équivaut à 16 SMIC bruts. Voilà, juste pour un type en retraite. C'est quand même cher, hein. Sans compter qu'il a dû acheter des apparts, mis des sous de côté dans des plans, dans des trucs d'investissement d'entreprise, donc à mon avis tu peux augmenter un petit peu le revenu. Mais face à ces polémiques, Barnier a appelé évidemment à ce que tous nous gardions l'esprit olympique tout en dépassant les clivages politiques. Putain, ça me rappelle quelqu'un quand il dit ça quand même. Il dit, je cite, « C'est en mettant de côté les sensibilités politiques et en pensant au bien commun que ce rêve a été réalisé. » Il parlait là des Jeux Olympiques, mais bien évidemment c'est une métaphore pour ce qui va se passer plus tard, où il va essayer de faire un gouvernement avec ceux qui l'acceptent surtout. Mais tout n'est pas rose pour Barnier, qui va devoir faire face demain à Éric Coquerel et Charles de Courson, qui annoncent venir demain devant Matignon, même s'ils ne sont pas invités, pour que leurs revendications soient entendues. Les deux responsables de la commission des finances du Parlement réclament depuis plusieurs semaines les fameuses lettres plafond, qui ont été envoyées par Attal et qui sont censées définir le budget des ministères pour 2025. En tant que président de la commission, Coquerel est censé avoir accès à tous les documents relatifs au budget. Un conflit qui s'est accentué ces derniers jours lorsque la commission a découvert que Bruno Le Maire avait totalement truqué le budget de l'État français pour cacher le déficit et espérer gagner les élections. D'ailleurs, Bruno Le Maire qui a fait ses adieux et qui va maintenant va enseigner dans des grandes écoles privées qui vont former les futurs grands administrateurs, ministres et députés français. Voilà, c'est pas mal, hein? Heureusement, Barnier peut toujours compter sur la presse pour le défendre. Et notamment de Paris Match, maintenant possédé par Vincent Bolloré, qui nous raconte la vie intime de Barnier racontée par ses proches. Une belle image de propagande qui rappelle celle qu'on a vue pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. C'est là où est tirée la scène d'introduction de cet épisode, avec un Macron qui fait de plus en plus de la politique comme aux États-Unis, par le spectacle, par l'association à d'autres événements ou figures, comme un règne de télé-réalité. Là, par exemple, tous les médaillés olympiques ont été décorés de la Légion d'honneur, rien que ça, par Macron lui-même, devant un maximum de monde possible. Ah, c'est sûr, le gars, il prend son pied à faire ça, hein. Et on voit qu'il abuse un peu, comme là avec le nageur Léo Marchand, ou ici avec Teddy Riner, où il fait son nœud de cravate, tu vois. Après, Teddy, il avale les couleuvres parce qu'il sait très bien que sa bonne relation avec Macron va dépendre de son futur poste de ministre des Sports, voilà, dans les années à venir. Ouais, on le sent venir, le gars au concert cravate, là, ça sent pas bon, hein. Macron, il a même déclaré qu'une fête du sport dans tout le pays sera maintenant déclarée tous les 14 septembre. Voilà. C'est dingue de pouvoir annoncer des dates comme ça nationales, quoi. C'est fou, hein. Cette volonté de faire durer les JO, évidemment, c'est un acte politique, hein. C'est un moyen de ne pas parler de la grave crise des institutions après les élections européennes et législatives, et aussi de ne pas parler de la situation budgétaire catastrophique camouflée volontairement par Bruno Le Maire. La question étant, maintenant que les JO c'est terminé, il va faire comment Macron pour ne pas parler de politique? Si t'as des idées, dis-les nous en commentaire. Les JO c'est terminé, mais on en oublierait presque que le gouvernement a bel et bien fait sortir de terre des tonnes de béton. Alors que vont devenir toutes ces infrastructures? Par exemple, pour héberger les 14 500 athlètes internationaux, le gouvernement a fait construire tout un village olympique. Son but, c'est ensuite de réutiliser ce village-là pour permettre aux promoteurs privés qui ont investi là-dedans de se faire un maximum de pognon. Mais évidemment, ils le disent d'une autre manière un peu plus courtoise. Ils disent préfigurer la ville européenne de 2025 en utilisant les Jeux comme un accélérateur. Voilà. C'est beau comme ça. En gros, avancer à marche forcée vers toujours plus de construction urbaine, alors qu'on rappelle, il y a 3 millions de logements vacants en France. Pour construire ce village, le gouvernement a créé la Solidéo, la société civile de livraison des ouvrages olympiques qui s'est occupée de la construction du village. Et le terrain de chasse des promoteurs, c'est la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus pauvre de France. C'est un peu l'entrepôt de Paris, hein. Ça fait des siècles qu'on y fout tous les trucs qui sont utiles au bon fonctionnement de la capitale. Que ce soit les canaux, les voies de chemin de fer, les gazomètres, les centrales à charbon, les autoroutes A1 et A86 et les lignes de haute tension. Et là, l'État déverse des tonnes d'argent public pour réaménager cet espace et permettre aux géants de l'immobilier de l'investir. C'est le cas de Nexity qui a déjà remodelé le quart de la ville de Saint-Ouen et qui doit y installer son siège en 2025. Nexity qu'on retrouve aux côtés de Vinci Immobilier et de Eiffage qui se partagent le gâteau du village olympique. Ce village, globalement, c'est des gros blocs d'appartements qui se font face avec un peu de verdure au milieu au bord de l'A86. C'est ce qu'on appelle une ZAC, une zone d'aménagement concentrée, une zone sur laquelle on va construire de manière intensive en découpant en secteurs que les promoteurs se partagent. Les logements vont y être beaucoup plus chers que la moyenne de la Seine-Saint-Denis avec des prix d'ascension annoncés à 7 500 € le mètre carré. Et ça, c'est une politique volontaire de la part des dirigeants de Saint-Ouen et de Saint-Denis qui veulent élargir la mixité sociale vers le haut. Voilà, ça sonne bien dit comme ça. En gros, ça veut dire ramener des cadres friqués et accélérer
accélérer la gentrification, c'est ça. Hein. Sauf que comme d'hab, ça va faire monter le prix de tout l'immobilier dans le coin et reléguer les pauvres encore plus loin de la capitale. Les JO vont donc permettre, c'est vrai, une accélération, mais une accélération de la gentrification, et au fond, c'est ça que voulait le gouvernement. Allez, on termine là-dessus cette actu réfractaire, on se retrouve demain à 18h pour votre prochaine émission. Sur ce, des bisous et à la prochaine.